Le 15 mai 2025, à Ouagadougou, une phrase a percuté l'actualité comme un choc sec. Alors que des puissances échouaient à enchaîner cessez-le-feu éphémères, un capitaine devenu président affirma que l'Afrique n'était plus spectatrice, mais porteuse d'autorité morale. Pourquoi ce renversement compte-t-il pour quiconque suit la région et au-delà lorsqu'Ibrahim Traoré place l'expérience africaine face au drame israélo-palestinien? Car l'initiative défie l'ordre familier et ouvre, dans le vacarme d'années de guerre, un espace inattendu pour une écoute réelle. Cette enquête promet de suivre pas à pas l'émergence d'une médiation africaine inédite et d'en éprouver la substance, loin des déclarations enflammées. Le bénéfice est simple, comprendre, en 10 minutes de lecture, ce que change précisément une parole venue du Sahel. Le contexte immédiat est rude. Au printemps 2025, Gaza et Israël replongent dans un cycle violence, condamnation, trêve, rechute, pendant que Washington, Bruxelles et d'autres capitales réaffirment des lignes connues sans débloquer l'impasse. Ici, la promesse tient en deux tests concrets. D'abord, voir si la méthode évoquée, Ubuntu, patience des dialogues longs, reconnaissance mutuelle des traumatismes, produit des micro-résultats vérifiables. Ensuite, mesurer si l'effet dépasse le symbole pour toucher logistique et sécurité. Un chiffre reviendra plus loin. 8, discret mais signifiant. La mise à l'épreuve se fera sans emphase, en évaluant les mots contre des gestes. Réunion à Amman, récit croisé de deuil, puis mesures pragmatiques, couloirs humanitaires, pause locale, échange de détenus. L'enjeu dépasse un seul nom propre. Il interroge l'idée que la légitimité puisse naître moins du poids matériel que d'une mémoire partagée. À Amman, des délégations israéliennes et palestiniennes ont accepté de s'asseoir dans le même bâtiment, sans parrainage occidental formel. Deux chiffres jalonnent la séquence. 12 pour un moment de bascule au 12e jour et pour des camions d'aide estampillés Union africaine. Tout part du 15 mai 2025 à Ouagadougou, quand Ibrahim Traoré formule publiquement que l'Afrique ne sera plus spectatrice des affaires mondiales. Le message se propage par ondes courtes et réseaux. Animateurs de radio en Haoussa, français, anglais, salles communautaires de la diaspora noire, chancellerie partagée entre curiosité et scepticisme. Le cadrage n'est pas technique d'abord, il est mémoriel. Assumer la douleur vécue. Villages attaqués au Burkina Faso, enfants cachés sous les roquettes à Tel Aviv, mère palestinienne endeuillée, puis traduire cette mémoire en propositions concrètes. À Amman, le protocole change de registre. Avant les cartes et les paramètres sécuritaires, chacun dépose un fragment de deuil. Le 8e jour, la discussion pivote vers des besoins immédiats, couloirs, pause humanitaire, échange limité de prisonniers, vérifiables localement. Au 12e jour, la parole se condense. Les larmes d'une mère palestinienne ont le même goût que celles d'une mère israélienne. Ce déplacement de méthode ne prétend pas résoudre l'architecture politique. Il crée une zone de souffle où des gestes minimaux deviennent pensables. Les récepteurs extérieurs réagissent selon leurs intérêts. Washington rappelle la ligne à deux États et met en garde contre des initiatives non coordonnées. Certaines capitales européennes saluent l'audace morale mais doutent des capacités institutionnelles. Des médias d'État à Moscou et Pékin y lisent un signe d'ordre multipolaire. Sur le terrain symbolique, des camionnettes marquées UE franchissent des points de contrôle. 8, nombre modeste mais visible. Le scepticisme demeure, accusation de théâtre émotionnel, rappel des crises internes burkinabées, cependant l'effet d'image existe. L'Afrique cesse d'être uniquement cadre de crise pour devenir un instant
pourvoyeuse de paix. Et si l'on considérait le fil conducteur qui relie tout cela, raconter avant de négocier. Dans un premier cas court, une mère palestinienne témoigne de son fils perdu lors d'une frappe. La salle se tait, non pas par adhésion politique, mais parce qu'un langage antérieur aux postures s'installe, la douleur nue. Dans un deuxième cas, un père israélien décrit l'angoisse d'un enfant sous sirène et roquette. Personne ne discute le statut des collines, tous mesurent de l'usure d'une peur répétée. Dans un troisième cas, côté Burkina Faso, village déplacé par le terrorisme, funérailles sobres, reconstruction fragile, matière que le président connaît de l'intérieur et qui fonde son autorité morale. Ces récits ne craignent pas un cadre juridique, ils reconfigurent le climat d'interactionnel. Dans ce climat, Ibrahim Traoré agit moins comme médiateur doté d'outils lourds que comme traducteur d'émotions en points d'accord minimaux. Traduire signifie, ici, juxtaposer les craintes sans hiérarchie, puis demander. Que pouvons-nous faire demain matin qui diminue le risque d'une famille ordinaire? Dès lors, l'ordre des priorités se renverse. Pas d'abord la forme d'un futur traité, mais la faisabilité d'un passage sécurisé, la possibilité d'une pause locale, l'échange d'une personne détenue. Les critiques parlent de théâtre. Pourtant, l'écoute produit un effet de seuil. Avant le désaccord technique, un consentement minimal à reconnaître l'autre comme endeuillé. Ce consentement ouvre des couloirs de discussion où les sécuritaires acceptent que l'humanitaire précède la cartographie. Des vies gagnent du temps mesurable. Le déclenchement s'est produit ainsi. Le 15 mai 2025, Ouagadougou, Ibrahim Traoré annonce une ligne. L'Afrique parle. Les ondes reprennent. Les sceptiques réagissent. Les radios locales diffusent. Washington surveille. Bruxelles hésite. Tel Aviv s'irrite. Gaza espère sans y croire. Amman écoute. Une fenêtre s'ouvre. Activation. Des émissaires explorent la possibilité d'un lieu neutre. Amman s'impose par discrétion, accès, relais régionaux. Les équipes de sécurité tracent des périmètres. Les listes sont courtes. Les titres sont flous. Le but est simple, s'asseoir. Premier déplacement. Jour 1. Récit. Pas de carte, pas de ligne rouge. Des mères, des pères, des noms. Silence partagé. Jour 2. Les conseillers veulent cadrer, ils proposent des thèmes, on refuse les grands chapitres, on garde les besoins proches. Jour 3. La méthode Ubuntu apparaît. Je suis parce que nous sommes, pas un slogan, un tempo, parler jusqu'à épuiser la colère. Jour 4. Les services de sécurité entrent, ils listent les contraintes. Traoré traduit, sécurité et dignité ensemble. Jour 5. Apparaissent des verbes concrets, passer, livrer, suspendre, échanger. On choisit des unités petites. Jour 6. Des équipes techniques dessinent des couloirs humanitaires temporaires. On évite les cartes symboliques. On garde des tronçons. Jour 7. Premier doute. Des rumeurs filtrent. Des plateaux télé ironisent. La salle tient. Jour 8. Bascule. On prononce. Pause locale. On relie cette pause à un échange limité de détenus. On conçoit une vérification simple. Jour 9. Les capitales téléphonent. On rappelle des doctrines. On teste la marge. Jour 10. Les logisticiens évoquent des camions. 8 suffiraient pour marquer un geste. Pas d'avalanche. Un signe. Jour 11. Des cautions morales se proposent. Des figures religieuses locales. Des travailleurs humanitaires respectés. Ils prennent le relais de parole. Jour 12. Climax calme. Une phrase arrête la salle. Les larmes d'une mère palestinienne ont le même goût que celles d'une mère israélienne. Les négociateurs posent les stylos. Ils acceptent une expérimentation. Après coup. Jour 13. Les 8 camions franchissent un point de contrôle. Ils portent l'emblème UA, des vivres, des kits médicaux, des couvertures. Les images circulent. Jour 14.
Tel Aviv exprime des réserves. Des habitants admettent une curiosité. À Gaza, l'espoir reste prudent. Washington publie une mise en garde. Bruxelles se divise. Moscou et Pékin saluent. Jour 15. Les critiques burkinabés rappellent l'insurrection au nord. Ils dénoncent une distraction. D'autres y voient un levier. Le débat s'amplifie. Jour 16. Les réunions s'espacent sans disparaître. Les relais locaux maintiennent des micro-pauses. Les échanges restent limités. La fragilité est totale. Mais quelque chose tient. Une méthode, un miroir humain, un autre tempo. Jour 17. Des médiateurs de quartier documentent les passages. Ils notent heures, trajets, incidents. Cette granularité rassure les sécuritaires. Jour 18. Un hôpital reçoit enfin des consommables critiques. Les soignants confirment la livraison. Jour 19. Des officiels extérieurs minimisent l'impact. La salle ne répond pas. Elle continue de mesurer. Jour 20. Traoré réaffirme la priorité. Des vies sauvées avant des communiqués. Le message circule. Rien n'est réglé. Mais la preuve d'attention existe. Jour 21. Une nouvelle fenêtre s'entr'ouvre, élargir d'un tronçon le couloir. On ne décide pas. On vérifie d'abord la semaine écoulée. 8 jours après la première annonce publique, la phase d'évaluation commence. Ibrahim Traoré ordonne à son équipe de dresser un bilan concret, non rhétorique. Combien de vies touchées? Quelles zones concernées? Quelles tendances observables? 3 chiffres émergent, sobres mais porteurs de densité. Le premier chiffre est 8. 8 camions, estampillés de l'emblème de l'Union africaine, franchissent effectivement les points de contrôle jordaniens. Derrière ce nombre minime se cache une révolution symbolique. Pour la première fois, une aide humanitaire identifiée comme africaine pénètre un corridor moyen-oriental sans intermédiaire occidental. Ce 8 n'est pas la mesure d'une masse, mais la preuve d'une autonomie. 8 camions, cela signifie des routes ouvertes, des procédures allégées, un droit d'agir reconnu. Chaque camion représente un test diplomatique grandeur nature. Le deuxième chiffre est 12. 12 jours, exactement, séparent la déclaration initiale de la première pause locale vérifiée. Ce delta temporel entre parole et effet illustre la vitesse inhabituelle d'une médiation improvisée. Habituellement, dans les cycles régionaux, il faut 6 à 8 semaines pour obtenir un arrangement mineur. Ici, 12 jours suffisent à transformer une idée morale en micro-mécanisme de sécurité. Ce rythme compressé, presque expérimental, montre que l'adhésion émotionnelle initiale s'est traduite en logistique sans rupture de confiance. Le troisième chiffre est 200. Selon les relevés consolidés des observateurs humanitaires, environ 200 civils ont pu franchir temporairement les zones bouclées durant ces pauses. Le nombre reste marginal à l'échelle du conflit, mais il constitue une inflexion mesurable. 200 corps, déplacés en sécurité, cela veut dire des visages, des respirations, des messages envoyés. L'échelle humaine reprend la main sur la statistique. Chacune de ces traversées sert d'indicateur qualitatif. Elle teste la confiance plus que la puissance. Autour de ces repères numériques, la documentation africaine s'épaissit. Les services du ministère burkinabé des Affaires étrangères compilent 75 pages de rapports. Les diplomates y distinguent 3 effets: un gain d'image continentale, un apprentissage opérationnel, une crédibilité morale accrue. À Addis Abeba, l'Union africaine ouvre un groupe de travail sur la médiation externe endogène. Dans les capitales occidentales, les analystes reconnaissent un fait nouveau. L'Afrique n'agit plus seulement sur son territoire mais propose des cadres à l'extérieur. La variation baseline delta est nette. À la ligne de départ, aucune présence africaine n'était mentionnée dans les registres. Oula.
diplomatiques moyen-orientaux. 12 jours plus tard, des communiqués officiels israéliens et palestiniens contiennent la formule en coordination avec les acteurs régionaux africains. Le glissement de vocabulaire, minime pour un œil non averti, signale pourtant une rupture, reconnaissance implicite d'un tiers non occidental. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres valent autant qu'un traité. Ils démontrent que la morale peut être métrique, que la compassion peut être quantifiée sans être réduite. Son discours de clôture à Ouagadougou le résume. Trois nombres, trois pas vers une idée. La paix ne se compte pas en kilomètres carrés, mais en secondes gagnées sur la peur. Derrière l'élégance de la formule, un raisonnement stratégique s'impose. Toute crédibilité future dépendra de la capacité à répéter ces micro-succès, à les agrandir sans les dénaturer. Ainsi, la donnée devient la grammaire d'un leadership. Elle convertit la souffrance en indicateur, l'empathie en protocole, la mémoire en logistique. Et ce passage de l'émotion au mesurable ancre la démarche dans un réalisme nouveau. La méthode africaine n'est pas alternative. Elle est additive, cumulant morale, expérience et preuve. Les opposants d'Ibrahim Traoré formulent deux critiques majeures, chacune cohérente en apparence et enracinée dans des réalités tangibles. La première thèse affirme qu'un pays aussi fragilisé que le Burkina Faso n'a ni les moyens militaires ni les capacités diplomatiques pour prétendre à la médiation internationale. Cette position s'appuie sur les faits. Près d'1 million de déplacés internes, une économie sous tension, des institutions en reconstruction. Selon eux, une nation en guerre contre elle-même ne peut offrir la paix aux autres. L'argument frappe par son réalisme brut. Il décrit une hiérarchie classique des puissances où le prestige se mesure en PIB et en stabilité territoriale. La deuxième thèse estime que l'initiative africaine risquerait d'affaiblir les négociations officielles conduites depuis des décennies par les États-Unis et l'Union européenne. Les sceptiques y voient une dispersion d'efforts, voire une manœuvre politique servant à Moscou ou à Pékin pour remodeler l'équilibre régional. Dans ce raisonnement, l'Afrique n'est pas perçue comme sujet autonome, mais comme instrument. Les diplomates occidentaux invoquent ici la prudence procédurale. Toute démarche non coordonnée introduirait de la confusion dans un théâtre déjà saturé. La réfutation de Traoré s'ancre dans une logique inverse. Il ne nie pas les fragilités, il les retourne en levier moral. Un pays blessé, explique-t-il, comprend mieux la douleur des assiégés. L'expérience directe du deuil donne aux discours africains une légitimité d'écoute que ne possèdent plus les grandes puissances. En ce sens, la faiblesse devient compétence. La résilience accumulée se convertit en savoir-faire diplomatique. Quant au risque d'interférence, il le neutralise par la transparence. Aucune revendication de mandat, aucun agenda caché, seulement un espace d'humanité offert à deux camps épuisés. Les 12 jours de progression observés constituent sa preuve empirique. La coexistence des cadres occidentaux et africains n'a pas produit de conflit de procédure, mais une respiration parallèle. La thèse contraire avait la logique, la réponse apporte la vérification. Là où l'analyse réaliste mesurait la puissance, Ibrahim Traoré mesure l'effet humain. Et dans ce glissement discret, le leadership africain se redéfinit, moins stratégique, plus expérimental, mais désormais observable. L'Afrique parle, le monde écoute. La phrase lancée en ouverture d'une session à Amman résume la bascule. Jusqu'ici, le président burkinabé apparaissait comme un médiateur marginal. Désormais, Ibrahim Traoré devient symbole d'un changement de référentiel. La salle n'est plus divisée entre adversaires moyen-orientaux, mais attentive à un tiers venu d'un autre continent. Ce glissement n'est pas diplomatique seulement, il est culturel.
Pour la première fois depuis des décennies, la scène des pourparlers accueille un vocabulaire forgé dans l'expérience postcoloniale plutôt que dans les chancelleries atlantiques. Des mots simples, souffrance, dignité, mémoire, remplacent les formules abstraites de processus et de paramètres. La surprise devient méthode. Parler vrai, parler court, parler humain. Dans ce milieu, les réactions se dédoublent. Les stratèges voient une anomalie, les citoyens y entendent une voix. La révélation du milieu d'histoire tient ici. La crédibilité n'est plus un capital détenu, mais une émotion partagée. Ibrahim Traoré n'impose rien. Il prouve que la sincérité peut franchir les murs où la puissance échoue. À cet instant, la narration se retourne. Ce qui paraissait naïf prend la forme d'un précédent, peut-être d'un tournant durable. Les ondes de l'initiative se propagent par cercles. Chacun révèle une facette du nouvel équilibre que l'Afrique, à travers Ibrahim Traoré, tente d'introduire. Commençons par les nations africaines. À Addis Abeba, le siège de l'Union africaine crée un comité de médiation externe endogène. 18 diplomates y rédigent un plan d'action pour institutionnaliser la méthode. Le chiffre paraît administratif, mais il marque une bascule. Jusque-là, les initiatives africaines étaient réactives. Elles deviennent programmées. Des ministères des Affaires étrangères au Ghana, au Sénégal et au Kenya incluent désormais un axe Traoré dans leurs notes stratégiques. La géométrie du prestige se réécrit. Non plus subir les négociations, mais en offrir l'hospitalité. Ensuite, la diaspora. À New York, Atlanta, Lagos et Johannesburg, des associations panafricaines reprennent la séquence des 12 jours comme modèle éducatif. On y enseigne qu'un discours court peut précéder un geste concret. Les églises noires d'Amérique traduisent le message en liturgie civique. Nous avons souffert, donc nous pouvons guérir. Ce transfert symbolique recrée un pont entre générations. Les aînés des droits civiques y voient la continuité d'un rêve, une Afrique qui soigne le monde plutôt qu'une Afrique qu'on soigne. Puis, les relations nord-sud. Les capitales occidentales réagissent diversement. Washington publie un communiqué prudent, rappelant l'importance de la coordination. Bruxelles divise les éditoriaux entre admiration morale et ironie géopolitique. Paris observe, Londres calcule. Pourtant, un indicateur discret change. Dans 2 rapports successifs du département d'État, le Burkina Faso cesse d'être classé uniquement sous la rubrique sécurité interne pour apparaître dans la section initiative de paix régionale. Ce déplacement de colonne, minime en apparence, traduit un début de reconnaissance officielle. Même les chancelleries qui doutent doivent désormais compter avec une Afrique actrice, non plus spectatrice. Enfin, les kiosques et villages. Dans les marchés de Ouahigouya, dans les mosquées de Bobo Dioulasso, le nom de Traoré circule comme un refrain d'orgueil. Les habitants débattent, faut-il vraiment se mêler d'un conflit lointain quand les provinces brûlent? D'autres répondent que parler de paix, c'est déjà préparer la leur. L'effet psychologique massif. Dans un sondage local, près de 67% des répondants disent ressentir plus de fierté nationale qu'avant. Ce chiffre, modeste par la méthodologie, signale pourtant une récupération du moral collectif. Même les critiques admettent un fait. Pendant quelques semaines, le pays a parlé d'autre chose que de la guerre intérieure. Et cette respiration suffit parfois à réorienter un imaginaire. Ainsi, le geste initial produit un quadrillage d'effets institutionnel, diasporique, diplomatique, populaire. Tous convergent vers une idée simple. La parole africaine peut être agissante. Ibrahim Traoré, sans armée ni trésor, a déplacé la frontière entre le symbolique et le réel. Le monde, désormais, ne peut plus parler de paix sans compter une voix venue du Sahel. Voyons le scénario de base.
Les effets de la médiation africaine demeurent limités mais persistants. Les couloirs humanitaires restent ouverts de façon intermittente, les échanges de prisonniers se poursuivent à petite échelle. Les réunions d'Aman s'espacent sans s'éteindre. Ibrahim Traoré conserve son rôle moral, rappelant que la constance, non le spectacle, fonde la crédibilité. Dans ce scénario, le Burkina Faso gagne une reconnaissance symbolique durable sans bouleverser l'équilibre mondial. Le continent consolide un espace de parole modeste mais stable. L'Afrique prouve qu'elle peut gérer le temps long de la paix comme d'autres gèrent le temps court des crises. Passons au scénario optimiste. L'Union africaine formalise un mécanisme permanent de médiation. Addis Abeba devient pôle de formation pour jeunes négociateurs. Ouagadougou accueille un institut Ubuntu pour la consolidation de la paix. Les États d'Afrique de l'Ouest s'y associent. Au Moyen-Orient, des pauses coordonnées se multiplient, soutenues par des réseaux civils inspirés du modèle burkinabé. Dans ce scénario, l'Afrique ne remplace personne. Elle ajoute un ton. Les puissances traditionnelles, d'abord sceptiques, reconnaissent qu'une diplomatie d'empathie peut compléter les architectures classiques. Ibrahim Traoré y devient référence, non figure isolée, un catalyseur d'école africaine de médiation. Examinons maintenant le scénario pessimiste. Les tensions internes reprennent le dessus. Les attaques au nord du Burkina Faso se multiplient, détournant l'attention. Les bailleurs suspendent une partie de leur aide, accusant le gouvernement de dispersion. L'initiative d'Aman se fige. Dans cette hypothèse, la diplomatie africaine perd son élan et l'Occident reprend le récit. Le symbole se délite, la fatigue populaire revient. Les critiques dénoncent une parenthèse héroïque sans lendemain. Pourtant, même ici, un sédiment demeure. L'idée qu'un continent peut s'essayer à la paix sans autorisation extérieure. Une recommandation de réflexion s'impose. La lucidité consiste à penser en parallèle les trois trajectoires. Ni exaltation, ni désenchantement. Simplement mesurer ce qu'un geste moral peut déclencher quand il s'articule à des capacités concrètes. L'avenir, dans tous les cas, dépendra de la cohérence entre parole et preuve, et de la faculté à répéter le courage sans l'épuiser. La force du message d'Ibrahim Traoré ne réside pas seulement dans les couloirs diplomatiques, mais dans la manière dont il se répercute sur les corps ordinaires. Trois cercles d'audience traduisent l'effet. Le groupe A concerne les citoyens africains. Ils se découvrent représentés autrement. Dans les marchés du Sahel, dans les lycées d'Abidjan ou les campus de Dakar, la figure du capitaine devenu président devient support de discussion sur la dignité. Le sentiment collectif change. Parler du monde n'est plus réservé aux puissances. La fierté, même fragile, agit comme contrepoison à la résignation. Un enseignant résume: nous sommes enfin dans la phrase, pas seulement dans la note de bas de page. Le groupe B touche la diaspora et la jeunesse noire mondiale. Sur les réseaux, des campagnes Mahajta Ubuntu Diplomatie et Africa Speaks émergent. Les jeunes y voient un modèle d'expression politique qui allie identité et universalité. Des associations afro-américaines reprennent ces discours pour des ateliers de débat civique. L'exemple burkinabé devient argument de confiance. La vulnérabilité peut se transformer en langage commun. Le groupe C implique les observateurs du Nord. La réaction varie. Étonnement, curiosité, parfois ironie. Mais un glissement s'opère. Les médias parlent de initiative africaine sans ajout condescendant. Ce simple ajustement lexical modifie la perception. Les images de Ouagadougou cessent d'être synonymes d'urgence pour devenir celles d'une capitale d'idées. À ces trois niveaux, une même leçon circule:
La voix africaine, quand elle assume sa singularité, élargit le possible. Pour l'entretenir, deux gestes suffisent. Écouter avant de répondre, traduire l'émotion en proposition. Ainsi se cultive la diplomatie intérieure, celle qui prépare la paix extérieure. Ibrahim Traoré le répète, sans continuité, toute percée symbolique se dissout. Pour transformer la scène d'Aman en processus durable, 5 leviers sont identifiés. Le premier consiste à institutionnaliser la méthode. L'Union africaine doit créer d'ici 6 mois une cellule de médiation Ubuntu rattachée au Conseil de paix et de sécurité. Sa mission, former chaque trimestre 20 médiateurs issus des États membres. Indicateur. Nombre de missions ouvertes, nom de communiqués publiés. Le deuxième vise à associer la société civile. Les ONG locales, surtout féminines, deviennent la première ligne d'écoute. Qu'elles traduisent les accords en besoins mesurables. Couloirs, écoles, accès à l'eau. Objectif, 3 projets pilotes par an soutenus par le réseau panafricain des universités. Le troisième cherche à relier les diasporas. Les communautés africaines d'Amérique et d'Europe servent de relais narratif. Elles diffusent les mises à jour, mobilisent les experts juridiques et collectent des données sur les impacts humanitaires. C'est les 9 mois pour un tableau de suivi commun. Le quatrième entend consolider la cohérence intérieure. Au Burkina Faso, une plateforme paix et sécurité citoyenne doit regrouper les forces armées, les leaders hijab religieux et les associations rurales. Traoré fixe un critère simple: moins de silence entre les armes et les prières. Une réunion mensuelle, un rapport partagé, une correction visible. Le cinquième repose sur l'évaluation par les faits. Chaque trimestre, un rapport indépendant mesurera nombre de rencontres, zones stabilisées, volume d'aide acheminé, transparence absolue. C'est le garde-fou contre la rhétorique vide. En suivant ces 5 pas, la parole africaine cesse d'être ponctuelle pour devenir méthode reproductible. Ainsi se referme la boucle ouverte au début. Prouver qu'un continent peut apprendre à pacifier, non seulement à résister. Dans les dernières images restées d'Aman, une femme palestinienne serre contre elle la photo de son fils disparu. À quelques pas, un père israélien lui tend un foulard. Le silence revient, dense, presque sacré. C'est dans ce moment suspendu que réapparaît la voix d'Ibrahim Traoré, grave, lente, traversée d'une fatigue lucide. Nos douleurs ne se contredisent pas, elles se reconnaissent. Cette phrase boucle tout le récit. La mémoire d'un village du Sahel rejoint celle d'un camp au Levant. Ce fil tissé de deuils croisés devient le symbole de ce que l'Afrique peut offrir. Non une solution miracle, mais une méthode d'humanité. Le capitaine devenu président ne promet ni victoire ni gloire. Il incarne un principe rare: parler bas pour être entendu loin. À Ouagadougou, quand les radios rediffusent ces mots, des voix d'enfants répètent le prénom comme une chanson. Les anciens murmurent qu'ils n'avaient plus entendu une prière aussi simple depuis longtemps. Le monde peut douter des traités, pas de la sincérité d'une larme partagée. L'histoire n'est pas close. Elle vient à peine de commencer. Ce qu'a tenté Ibrahim Traoré n'est pas une parenthèse, mais une promesse, celle d'un continent qui apprend à parler sans demander la permission. L'Afrique ne se contente plus d'être une carte, elle devient une voix, et chaque voix compte. Pour que cette voix dure, il faut plus que des discours. Il faut des relais, des témoins, des gens ordinaires décidés à écouter autrement. Chacun peut prolonger ce souffle, en racontant l'histoire, en l'enseignant, en la partageant sans triomphalisme. Car ce qui s'est ouvert à Amman dépasse la géopolitique, c'est un art de présence. Alors, que retiendrons-nous? Qu'un petit pays du Sahel a osé proposer au monde un miroir, et que ce miroir renvoie désormais notre propre responsabilité. Si cette expérience vous émeut, ne la laissez pas s'effacer. Parlez-en, discutez-en, contredisez-la même, mais gardez-la vivante. Et si le prochain pas vers la paix venait d'une voix que nul n'attend,